dans le 18e épisode du cours sur les enjeux de l'eau où nous parlerons du grand chantier du petit cycle de l'eau. Nous avons vu que le petit cycle de l'eau concernait les usages domestiques et collectifs, mais il concerne aussi l'État et les entreprises. Nous allons donc parler de la planification pour les collectivités, une vision cohérente et la garantie de l'État, et des entreprises conscientes et proactives. Les collectivités vont devoir faire face à un immense chantier face aux défis climatiques et leur gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Une des pistes qui pourrait être explorée pour une meilleure gestion et une gestion à long terme de ces réseaux d'eau potable et d'assainissement serait d'investir dans des systèmes d'information spatialisés et un suivi temporel comme un outil de prévision hydrologique pour anticiper les sécheresses à court terme, concilier tous les usages et les respects des débits objectifs d'étiage, dont on parlera plus tard, qui visent à respecter les milieux aquatiques, et intégrer la perspective d'évolution climatique pour établir des scénarios de gestion à long terme. Il existe par exemple une solution développée par Imageo, une filière du groupe de la SOR, et ils ont développé une solution en ligne, l'outil de visualisation EMI, qui dispose d'une partie accessible à tous en open source et une partie spécifique accessible aux collectivités gestionnaires pour intégrer cette prévision hydrologique à court terme et à moyen terme. D'autres solutions de pilotage, de monitoring sont en cours de développement par d'autres entreprises de l'eau. Les collectivités gestionnaires de l'eau potable peuvent mettre en place un certain nombre d'actions et de planifications à long terme, comme par exemple la démarche des captages prioritaires, la mise en place d'une tarification sociale et incitative, le renouvellement des réseaux d'eau potable pour limiter les fuites et le développement d'interconnexions. Nous allons explorer l'ensemble de ces actions pour la question de l'eau potable. D'une manière générale, il s'agira de mutualiser les politiques publiques de la question de l'eau potable et élargir cette question de la résilience hydrique par les actions réalisées par ces mêmes collectivités sur la résilience alimentaire. C'est le cas, par exemple, d'une démarche menée par la collectivité des eaux du bassin rennais, la démarche Terre de Source. Terre de Source, c'est une démarche initiée par la collectivité eau du bassin rennais, un établissement public qui gère l'eau potable. Ils ont créé un label local qui soutient et encourage les bonnes pratiques des agriculteurs qui sont situés sur un rayon de 80 km autour de la métropole, et ces agriculteurs s'engagent à véritablement tout mettre en œuvre pour protéger les captages d'eau qui sont situés à proximité de leurs parcelles. Les producteurs agricoles doivent remplir donc un cahier des charges exigeant et en contrepartie, leur production est valorisée par les circuits de la restauration collective ou les magasins de producteurs, voire même certaines boulangeries qui utilisent les céréales pour fabriquer leur pain montrent bien que le label Terre de Source est issu de cette démarche de protection des captages d'eau potable. Donc, les agriculteurs sont accompagnés pour trouver des débouchés importants, ce qui leur permet de garantir une juste rémunération et sécurisée sur plusieurs années. Nous allons parler de la démarche, d'une manière plus générale, de protection des captages prioritaires qui peuvent être réalisés, menés par les collectivités gestionnaires. Selon un rapport de la Cour des comptes, traiter une eau polluée par les pesticides pour la rendre potable coûterait 2,5 fois plus cher que de mettre en place des mesures de prévention auprès des agriculteurs. Donc les démarches comme Terre de Source, finalement, à long terme, seront bien moins coûteuses que de mettre en place des traitements d'élimination des micropolluants dans les réseaux d'eau potable. Sur la période 1980 à 2019, donc sur près de 40 ans, on a fermé plus de 12 500 captages d'eau potable en raison de la dégradation de la qualité de l'eau dans 34% des cas. Et dans ce 34% des cas, 41% des captages abandonnés l'ont été pour cause de pollution, à cause des fortes teneurs en nitrates et en pesticides. La mise en place des périmètres de protection de captage d'eau potable est une étape
prioritaire et en France, le 3/4 des captages d'eau potable sont véritablement protégés par ces périmètres de protection. Donc il reste encore un peu de chemin, 1/4 des captages qu'il faudrait déjà protéger, mais on peut aussi aller plus loin par l'accompagnement des agriculteurs vers une transition des pratiques agroécologiques. Cette démarche des captages prioritaires se déroule en 4 étapes. Déjà, on délimite donc les aires d'alimentation de captage. Ensuite, on réalise un diagnostic territorial de toutes les pressions qui sont en place autour de cette aire de captage d'eau potable, donc des pressions d'origine agricole, urbaine, avec le ruissellement des infrastructures, des eaux pluviales sur les infrastructures routières, mais également des industries situées à proximité. Et la troisième étape consiste à élaborer un plan d'action. Ensuite, on met en œuvre évidemment ce plan d'action. Cette démarche des captages prioritaires est fortement encouragée par les agences de l'eau qui subventionnent auprès des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales peuvent aussi mettre en place un système de tarification sociale et incitative qui vise à rendre accessibles les premiers mètres cubes d'eau nécessaires aux besoins vitaux et de facturer plus cher les mètres cubes qu'on considère être du confort. Cette tarification est basée sur un système de paliers, donc par tranche, où les premiers mètres cubes peuvent être très accessibles, voire gratuits. Certaines familles, faibles revenus, peuvent bénéficier d'un chèque eau ou d'une aide qui leur permet d'avoir de l'eau potable gratuite. Les dispositifs qui ont été expérimentés en France ont permis d'attribuer une aide de 136 € par an par foyer. Un dispositif expérimental qui a été réalisé sur 50 collectivités en France, 50 collectivités volontaires, qui a concerné 11 millions d'habitants. Vous êtes probablement déjà concernés par ce dispositif. Les retours d'expérience sont vraiment très encourageants pour les élus et aussi les habitants qui sont très satisfaits de cette mesure. Elles sont accompagnées par un dispositif de sensibilisation chez les habitants où là, des personnes viennent rencontrer les usagers et les accompagner dans la mise en place des éco-gestes. Le problème est qu'il y a un fort taux de non-recours aux aides. La plupart du temps, les habitants ne sont pas au courant de l'existence de cette aide. Donc il faut déployer un certain nombre de stratégies de communication, de facilité pour déployer ces aides sociales. Elle nécessite aussi l'implication des partenaires sociaux, comme les caisses d'assurance maladie ou les CCAS qui sont liées aux communes. D'une manière générale, elles seront amenées à être déployées. C'est une mesure qui a été encouragée, avancée par le plan eau de 2023. Le problème qui limite le déploiement de cette tarification sociale et incitative est de connaître la composition du foyer, puisque entre une famille nombreuse qui consomme très peu d'eau individuellement, mais prise au total va avoir une utilisation de l'eau importante, et une famille de 2 personnes avec des usages très importants, des usages extérieurs notamment, eh bien, on n'a pas du tout la même utilisation de l'eau potable. Donc, pour cela, les collectivités et gestionnaires privés s'interrogent sur le déploiement des compteurs connectés pour connaître la composition du foyer. Si on sait que le compteur Linky a été mis en place parfois aux dépens de certains habitants, eh bien là va se poser la question du compteur lié à l'eau, sachant que pour Linky, on avait un opérateur qui était Enedis pour déployer ces compteurs connectés. Là, il va falloir faire avec les 11 000 collectivités gestionnaires des réseaux d'eau potable. Donc la mise en œuvre de ces compteurs connectés sera très difficile sans l'appui et le soutien de l'État. Un autre questionnement sur le tarif et le prix de l'eau est l'effet ciseau induit par les économies d'eau, puisque l'eau paye l'eau. Eh bien, si les habitants ou les usagers diminuent leurs utilisations de l'eau, eh bien, ce sont des recettes en moins pour les gestionnaires. Donc, on aura une augmentation des coûts
liées aux infrastructures qui nécessiteront d'être rénovées, renouvelées, voire mises aux normes, et dans le même temps, une baisse des recettes liées aux économies d'eau. Donc il y a des nouveaux modèles économiques à inventer sur le prix de l'eau pour qu'il soit socialement juste et incitatif sans pénaliser les ressources des gestionnaires. Il faut investir massivement dans nos réseaux d'eau potable et d'assainissement. On le sait, les réseaux d'eau potable ont un taux de fuite de 19%, ce qui équivaut à 1 milliard de mètres cubes d'eau perdus chaque année. Le problème est d'être en sous-capacité d'investir dans le renouvellement périodique de ces canalisations. Le problème est que cette charge de renouvellement, une charge financière, va se reporter sur les futurs usages et se pose donc la question de qui va payer à long terme, les futures générations notamment. Des pistes financières sont à explorer pour les collectivités comme l'assouplissement de certaines règles comptables relatives aux dotations et aux amortissements, l'autorisation du vote du budget en excédent à la section d'investissement. C'est un terme technique qui permettrait d'investir plus dans ces infrastructures. Et si elles n'ont pas les moyens, la flexibilité comptable pour le faire, elles peuvent renégocier certains emprunts contractés à long terme lorsque le taux d'intérêt a été très élevé et renégocier ce taux-là dans des années à fort taux d'inflation. Elles peuvent aussi avoir recours aux prêts proposés par la Banque des territoires. Le grand chantier de l'assainissement consiste à aussi s'intéresser au renouvellement des réseaux d'assainissement, puisque lorsque les réseaux d'assainissement sont vieillissants, eh bien, il se produit l'effet inverse des fuites. Ce sont des eaux claires qui vont s'introduire dans l'assainissement. Donc les eaux claires sont contenues dans les sols, dans les nappes. Elles vont, on appelle une intrusion d'eau claire, parasite, qui va être acheminée jusqu'à la station d'eau potable, alors que ce n'est pas du tout une eau usée, elle n'a rien à faire ici. Donc pour éliminer ces eaux claires parasites, il faut aussi renouveler les réseaux d'assainissement. Pour cela, les collectivités peuvent bénéficier d'Aquaprêt proposés par la Banque des territoires. Elles doivent aussi anticiper la nouvelle directive des eaux résiduaires urbaines qui est en cours d'approbation par le Conseil européen et le Parlement européen et anticiper l'évolution des performances de traitement des stations d'épuration dans une perspective de baisse des débits en été avec le changement climatique. Elles peuvent aussi étudier l'opportunité de la réutilisation des eaux usées traitées à certaines conditions, pour certains usages qui sont jugés prioritaires pour des questions sanitaires comme le lavage des rues ou l'hydrocurage de certains réseaux, ou pour des questions économiques, donc là avec des acteurs locaux comme des agriculteurs ou des industriels sur place. Elles peuvent aussi s'intéresser à la valorisation énergétique des boues de stations d'épuration. Ces boues de stations d'épuration, lorsqu'elles sont méthanisées, peuvent produire du biogaz qui peut être utilisé en autoconsommation, donc réduire les consommations électriques de ces infrastructures d'assainissement. Et elles peuvent aussi injecter du biométhane dans le réseau de GRDF. Les collectivités vont devoir se lancer dans le grand chantier de désimperméabilisation. Cela consiste d'une part à séparer les réseaux d'eau pluviale et d'assainissement et à désimperméabiliser, c'est-à-dire à la place du bitume, mettre des revêtements poreux qui vont infiltrer l'eau de pluie, de mettre en place des aménagements d'hydraulique douce comme des noues qui sont des fossés végétalisés ou des jardins de pluie qui sont des grands jardins de rétention d'eau temporaire en cas de forte pluie. Elles peuvent aussi végétaliser massivement les cours d'école, les espaces publics, les toitures aussi, les toitures végétalisées, et installer un dispositif au pied des arbres qui sont les fossés de Stockholm avec un substrat rocheux et du biochar riche en matière organique en élargissant l'espace au pied des arbres et en canalisant, en drainant en fait les eaux pluviales au pied des arbres avec un substrat rocheux qui va vraiment retenir l'eau de pluie, eh bien les arbres ont tendance à mieux grandir, une poussée beaucoup plus stable sur le long terme.
Donc elles peuvent déployer toutes ces solutions d'aménagement sur leurs espaces publics, en particulier des parkings et des cours d'école. Je vous renvoie vers les documents du CEREMA et des réseaux d'experts techniques comme l'association du GREI et l'Adopta. Partons à la découverte de ces solutions de désimperméabilisation ou de non-imperméabilisation avec le Grand Annecy sur la commune de Douin avec son maire Marc Rollin, vice-président du Grand Annecy à la transition écologique, qui va nous parler d'un parking paysager pour le tourisme estival de sa commune et qui va nous faire visiter la cour d'école désimperméabilisée. Je me présente, je suis Marc Rollin, maire de la commune de Douin, vice-président du Grand Annecy en charge de la transition écologique, énergétique et qualité de l'air. Nous sommes à Douin sur un parking de la plage, un parking un peu spécial car il est végétalisé. Nous sommes posé la question de faire un parking mais dans un endroit qui est dans une trame verte. Donc on ne voulait surtout pas abîmer le paysage. Voilà pourquoi on s'est porté sur un choix un peu novateur d'un parking terre-pierre avec énormément de végétaux. Alors en termes de coût, on est à peu près sur le même prix qu'un parking classique, peut-être un peu plus cher à cause des végétaux, mais nous avons la chance d'avoir sur ce parking une biodiversité incroyable. Nous avons les animaux qui viennent de la montagne qui descendent jusque sur ce parking pour aller boire au lac. Donc nous n'avons pas entravé cette trame verte, nous avons plutôt respecté la nature et au contraire, nous avons amené de la biodiversité en créant des haies, ce qui est formidable. Le succès de ce parking, c'est qu'il y a des gens qui passent à côté et qui ne le voient pas, donc ils se confondent dans le paysage. Les élus, il faut qu'on travaille autrement et ce parking, ça montre l'exemple qu'on peut faire un parking qui peut être utilisé été comme hiver, même s'il pleut beaucoup, puisque l'eau s'infiltre et on peut sans artificialiser les sols. Donc on vient de commencer la désimperméabilisation de la cour d'école, qui est alors là aussi une cour d'école qui va être novatrice car il n'y aura plus 1 mètre carré de goudron sur notre cour d'école avec le même système. On l'a appelé ce projet l'appel de la forêt. C'est un projet où il y aura des arbres, il y aura des végétaux, il y aura des jeux en bois, il y aura énormément de choses pour les enfants. Ils vont se croire dans une forêt, mais ce sera la cour de l'école. Alors le premier projet qui a eu lieu sur Annecy, c'était le lycée Baudelaire, qui a été complètement désimperméabilisé et le projet a été mené par des enfants et on avait soutenu le Grand Annecy ce projet car moi je l'avais trouvé fantastique et là aussi c'était un projet novateur qui a lancé un peu la désimperméabilisation des cours d'école du Grand Annecy. Donc pour inspirer les élus et toutes les communes de France à créer des parkings ou des espaces végétalisés, venez sur place, n'hésitez pas à aller prendre des exemples. Je trouve que c'est ce qui nous montre qu'on peut faire autrement ces aménagements et je vous assure que la biodiversité, même ce parking, c'est une promenade pour mes concitoyens. Ils viennent s'y promener la semaine avec leurs chiens, leurs enfants, puisqu'il est à côté en plus d'un agor-espace. Et donc on peut vraiment réaliser des aménagements qui changent de l'ordinaire. Les soutiens financiers que les élus peuvent avoir pour des projets comme ça, comme celui et ceux qu'on fait sur la commune de Douin ou sur le Grand Annecy, il y a l'agence de l'eau qui soutient ces projets. Si l'agence de l'eau soutient le projet, le Grand Annecy bonifie par une subvention aussi ces projets. Le département aussi peut aider à réaliser les travaux en investissement de ces projets. Sur l'acceptabilité de ces projets, et notamment de l'école, par les parents et les enfants, le meilleur retour qu'on a eu, c'est les enfants qui en ont parlé à leurs parents. Et on va faire l'inauguration dans quelques jours, et c'est unanime. Tous les parents, tous les mails que j'ai reçus sont unanimes. C'est génial,
ce que vous faites, c'est génial, continuez comme ça, car les enfants viennent à l'école avec une envie, en se croyant un peu dans la nature. Tous ces îlots de chaleur, si on arrive à les transformer, on retrouvera de la vie dans ces quartiers, car nous, les cours d'école, ça ne donnait pas envie d'y rester. Quand il faisait 35 en mois de juin ou des fois 40 degrés, on n'avait pas envie d'y rester. Et donc là, les enfants se sont vraiment rappropriés cette cour, et les parents, c'est unanime, nous font des retours, des éloges sur les travaux qu'on a réalisés. Nous remercions très chaleureusement l'accueil de Marc Rollin sur sa commune pour nous avoir montré des solutions efficaces pour infiltrer l'eau de pluie et la recharger dans les sols pour avoir un effet tampon et limiter le ruissellement qui cause des dégâts sur les inondations. Nous allons parler d'une autre solution à la portée des collectivités qui est la plateforme Aquagir. C'est une plateforme en ligne qui a été mise en place par un réseau d'acteurs, l'ANEB, les associations des élus de bassin versant, la Banque des territoires, le BRGM, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité de la filière eau, Aquavalais et Aquanova, ainsi que l'Union des industries et entreprises de l'eau. Donc, les membres fondateurs de ce collectif Aquagir ont mis en place cette plateforme en ligne pour accompagner les collectivités porteuses d'un projet en lien avec l'eau et les milieux aquatiques. Cette plateforme comporte une place de marché qui met en relation des solutions techniques et technologiques et des demandes émises par certaines collectivités. La plateforme est source de nombreuses fiches projets pour s'inspirer. Si vous rencontrez des problématiques ou des enjeux ou des projets similaires, vous pouvez aller consulter toutes ces fiches projets qui détaillent pas à pas les étapes du projet et les sources de financement. Enfin, sur cette plateforme, vous pourrez découvrir toutes les solutions d'accompagnement en termes de financement pour la réalisation de votre projet. Les collectivités territoriales doivent faire face à une mise en cohérence de nombreuses autres politiques qui ont un impact indirect sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Je parle notamment de l'aménagement du territoire. Les collectivités vont devoir se conformer à la loi ZAN, la loi zéro artificialisation nette, et donc prévoir dans leurs documents d'urbanisme, les PLU et les SCOT, des zones à ne plus artificialiser ou en tout cas à désimperméabiliser le plus possible pour permettre l'infiltration des eaux de pluie. Elles doivent mettre aussi en cohérence les nombreux outils de planification de l'eau sur leur territoire, comme les SDAEP, les schémas directeurs d'alimentation en eau potable, les schémas directeurs d'assainissement, le zonage pluvial, et les mettre en conformité avec les outils de planification du grand cycle de l'eau qu'on a vus, à savoir les SAGE et les SDAGE. Un lien qui n'a pas été établi par les collectivités est le lien avec les plans alimentaires territoriaux ou les PAT qui visent une résilience alimentaire des territoires. Et si l'on combine vraiment tout cela, eh bien on peut à la fois désimperméabiliser les sols, encourager les pratiques agricoles vertueuses en garantissant des débouchés pour les agriculteurs qui contractualisent avec la collectivité et alimenter la restauration collective issue de ces produits qui vont permettre de soutenir une agriculture qui va protéger les captages d'eau potable. Vous voyez le cercle vertueux qu'on peut mettre en place en mettant en cohérence l'ensemble de ces politiques publiques. Les collectivités territoriales ont de nombreux pouvoirs, mais elles ne pourront pas agir sans une vision cohérente de l'État et la garantie d'un soutien financier pour mettre en œuvre toutes ces politiques. L'État doit vraiment impulser une stratégie de résilience hydrique et alimentaire à l'échelle nationale. Pour cela, elle doit garantir un soutien envers les agences de l'eau et les offices français de la biodiversité. Or, depuis plusieurs années, elles subissent des coupes rases dans leurs moyens humains et elles ne peuvent maintenir leur niveau de service pour aider et accompagner les collectivités et les acteurs de l'eau pour mettre en place des solutions qui visent la préservation des hydrosystèmes.
Il faut à tout prix préserver leur indépendance, l'indépendance des agences de l'eau et de l'OFB et leur pérennité financière pour réaliser leur objectif, à savoir atteindre le bon état des masses d'eau. Or, les dernières annonces du gouvernement viennent contredire cette indépendance financière et elles font face à de plus grandes difficultés pour mettre en œuvre leur programme de mesures. L'État doit enfin faire confiance aux collectivités et aux gestionnaires de l'eau par un soutien financier et lever aussi certains verrous réglementaires qui limitent le déploiement de solutions vertueuses comme la réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral. Quand on parle de vision cohérente, on pense souvent à la cohérence entre les politiques de l'eau et l'agriculture. On l'a vu, les petits cours d'eau sont très peu cartographiés à l'échelle nationale, surtout là où on a des enjeux agricoles très forts. Évidemment, on pense à l'interdiction des pesticides qui se retrouvent dans nos captages d'eau potable et il va falloir être véritablement ambitieux pour interdire notamment le glyphosate. L'autorisation des ouvrages de substitution ou méga-bassines vient aussi contredire une politique de l'eau vertueuse à long terme. Face à ces nombreux défis climatiques, l'État doit vraiment impulser une vision de régénération à long terme et on peut imaginer, rêver que l'État instaure une nouvelle loi sur l'eau en reconnaissant le statut de l'eau comme un commun à partager avec l'ensemble du vivant et favoriser les pratiques d'hydrologie régénérative que nous verrons dans le prochain épisode. Les autres acteurs qui peuvent s'investir dans ce grand chantier du petit cycle de l'eau sont des entreprises, les entreprises locales qui sont conscientes et proactives face aux nombreux défis liés aux enjeux de l'eau. De nombreuses entreprises s'intéressent au modèle régénératif. Ce modèle est basé sur l'intégration des limites planétaires et des planchers sociaux et cherche à mettre en place un mode de gouvernance partagé et plus coopératif pour le partage des bénéfices. L'entreprise régénérative est un des objectifs visés par la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, qui forme les dirigeants d'entreprise à la mise en œuvre de ces entreprises à visée régénérative. Les créateurs, les cofondateurs de la CEC expliquent que régénérer, c'est aller au-delà de la réduction d'impact négatif ou de leur neutralisation, pour s'engager vers la génération d'impact positif net pour les écosystèmes et la société. Autrement dit, il s'agit de nuire le moins possible, de régénérer ce qui peut l'être ou d'y contribuer. Au-delà de cet objectif de visée régénérative du modèle économique, les entreprises qui sont dépendantes de l'eau bleue en particulier, qui sont consommatrices en eau bleue, peuvent mettre en place le triptyque sobriété, efficacité et réutilisation des eaux usées. La sobriété déjà, en mettant en place un certain nombre de process plus économes en eau, et aussi, donc là c'est pour l'eau bleue, et elles peuvent s'intéresser au calcul de l'empreinte eau qui permet de déterminer leur vulnérabilité et leur dépendance à l'eau verte lorsque celle-ci vient à manquer lors d'épisodes de sécheresse. Elles peuvent déployer un certain nombre de solutions qui visent l'efficacité de l'eau dans les process, comme la récupération des eaux pluviales sur les toitures, les stocker temporairement et les traiter pour leur usage industriel. Elles peuvent aussi, lorsqu'elles le peuvent, lorsqu'elles sont à proximité d'une station d'épuration, se rapprocher du gestionnaire pour viser une réutilisation des eaux usées traitées, mais pour cela, on a besoin d'une évolution réglementaire par l'État. Face aux risques d'inondation et des sécheresses, les entreprises vont devoir s'adapter par un plan de résilience en évaluant les risques à proximité des sites, les risques d'inondation et les risques de sécheresse, et mettre en œuvre des mesures de prévention, comme on a pu le voir à l'échelle individuelle. Là, il s'agit de déployer ces mesures de prévention. Plus largement, elles peuvent contribuer à la régénération des hydrosystèmes. Je prends l'exemple du fonds Maïf pour le vivant. La Maïf, qui est l'assureur français, a développé un fonds
en partenariat avec le public, les structures publiques qui sont chargées de la GEMAPI, la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Le Fonds Vivant, créé par la Maïf, permet de financer chaque année de nombreux projets de restauration des zones humides, de restaurer la continuité écologique des cours d'eau, de reméandrer, de végétaliser les berges. Et on peut citer par exemple un certain nombre de projets qui ont été lauréats en 2024. La Revérotte dans le Doubs, la Ressousse dans l'Ain, les prairies de la Palue en Charente, l'Orne en Normandie sont des projets qui ont été lauréats par le fonds et ces fonds viennent en cofinancement des collectivités et des agences de l'eau éventuellement. Les entreprises peuvent vraiment être proactives en proposant des études, des données qu'elles peuvent partager avec les acteurs publics de l'eau. Elles peuvent participer aussi aux instances démocratiques de l'eau, notamment dans les commissions locales de l'eau. Les entreprises de l'eau, en particulier, doivent vraiment être aux avant-gardes des solutions de traitement à moindre coût énergétique et financier, et proposer des solutions de modélisation, des outils de monitoring pour prévoir l'évolution de la ressource en eau avec le changement climatique. En résumé, dans cet épisode, nous avons vu que les collectivités vont devoir mener un grand chantier pour la gestion des infrastructures d'eau potable, d'assainissement et l'infiltration et le stockage temporaire des eaux pluviales. De nombreuses solutions sont à leur portée, avec des aides financières des agences de l'eau, abondées par les conseils départementaux, mais aussi aidées, soutenues par la Banque des territoires pour des prêts avantageux. Elles ont besoin aussi d'un soutien massif et entier de l'État et surtout avoir une vision claire et cohérente, notamment en lien avec le modèle agricole choisi par l'État et la relocalisation industrielle ou la relance industrielle de l'État qui peut venir contredire certaines mesures de sobriété sur certains territoires. Enfin, les entreprises peuvent s'engager dans un modèle régénératif et elles peuvent aussi et surtout agir sur l'eau avec le triptyque sobriété, efficacité, réutilisation et elles peuvent être proactives en générant des impacts positifs sur les hydrosystèmes en développant des partenariats publics et privés. Nous verrons dans le prochain épisode comment nous pouvons régénérer massivement le cycle de l'eau.